Bonjour à tous et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur cette page Facebook, mais également sur notre page YouTube. On en parle de la vie de Nîmes. Mais avant d'aborder les thèmes de cette émission, j'ai le plaisir de vous présenter nos invités de ce matin. Pierre-Marie Chaz. Pierre-Marie Chaz est un actif, très actif dans le milieu associatif, ex-élu municipal à Nîmes. Il préside depuis 2014 l'association Au Secours 30. Bonjour Pierre. Bonjour. Un homme d'eau. Pierre Carpentier, Philippe Roata, bien sûr, le grognard, le centurion de l'équipe. Il est là, il n'a pas mis sa jupette, mais c'est comme ça, il est là, donc vous le connaissez, c'est un ex-haut fonctionnaire territorial, et il est heureux de le signaler en permanence. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, en plus il est sourd, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas. Quel âge? Béatrice Leccia, élue Europe Écologie Les Verts. J'ai abrégé son CV, parce que Béatrice Leccia, pardonnez-moi, le droit, elle a une licence en droit, c'est ça? Un peu plus, en vrai. Hein, un DEA sciences politiques. Hein. Alors, comme je le dis. Je ne suis pas là à la recherche d'un emploi. Non, mais j'ai volontairement raccourci ton CV. Et c'est une femme charmante. Et c'est une femme charmante. Voilà. Pierre Carpentier, chef d'entreprise et créateur Le Journal des dirigeants, ex-responsable de commerce et services, fils de Jean-Michel, fallait-il le préciser parce que je ne vous l'avais pas dit, fils de Jean-Michel Carpentier, pasteur bien connu dans la région, notamment du côté de l'Oratoire. Tout à fait. André Bonora, ex-fonctionnaire de police, il est là, mais tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Oh oui, ça fait longtemps que je suis parti de la police. Bien, ça fait longtemps. Alors avant de vous dire, comme je vous le disais, ces débats, nous aurons une pensée, nous le faisons rarement, de sortir de Nîmes, mais c'est ainsi, puisque cette émission s'appelle On en parle de Nîmes, mais nous aurons une pensée pour cet homme, ce lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui a sacrifié sa vie vendredi dernier à Trèbes, sans oublier les 3 autres personnes qui sont décédées à cause d'un individu qui défend une religion, sa religion. Car en effet, tous ne sont pas à mettre dans le même panier de crabes comme lui, ou tant d'autres. Ce qu'on peut dire sur Arnaud Beltrame, c'est qu'il était il y a 10 jours au Gros du Roi pour enterrer son papa qui est décédé en mer. Donc exact. C'est un homme qui connaissait bien le département. Alors est-ce le lacune de tous les gouvernements qui ont laissé faire? Si le risque zéro n'existe jamais en terrorisme, les Européens ont multiplié les erreurs de droite comme de gauche depuis 2 décennies. Aujourd'hui, l'ennemi est désormais dans la place. Cet assassin a obtenu la nationalité française en 2005, fichier S en 2014, mais ça je ne vous apprends rien, comme sa compagne. Est-ce normal? Est-ce que tout est fait pour cela? André Bonora, tu souhaites intervenir sur cet horrible assassinat de ce militaire. Nous avons appris qu'il y aurait un hommage national dès demain, mercredi 28 février. Alors, dis-nous-en quelques mots. 28 mars. Merci bien. Je ne veux pas intervenir spécialement sur ces faits-là, les faits récents, c'est une globalité. Hein. Disons que là, c'est le ras-le-bol, quoi. C'est bon, je trouve que c'est le ras-le-bol. Quand je pense que notre ministre de l'Intérieur a travaillé pendant 1 an pour trouver comment mettre une police au quotidien, de proximité, alors qu'il n'est pas capable de créer quelque chose pour ce terrorisme. Ils sont là, laxistes, ils regardent, ils savent mettre des bougies, aller aux commémorations. Mais moi, c'est un clown, ce mec. Ce ministre de l'Intérieur, c'est un clown, ni plus ni moins. Non, mais je veux dire, mais alors, qu'est-ce alors on nous dit, alors bien sûr, il y a le magistrat Molins, là. Alors lui, il ne fait que répéter ce qui existe dans la loi, mais quand on entend, il était radicalisé, mais rien ne laissait soupçonner qu'il allait commettre un attentat. Non mais oh, on fout de la gueule de qui, là-haut? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ça veut dire quoi? Le mec, il va t'envoyer un fax pour te dire qu'il va faire un attentat? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? André, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut changer les lois. C'est-à-dire, explique-toi. Alors, on dit, on ne peut pas renvoyer toutes les fiches S. On ne peut pas emprisonner toutes les fiches S. Alors c'est sûr que alors, on te joue sur, attention, pas confondre fiche S. Mais non, on n'est pas con. On sait ce que c'est qu'une fiche S. Enfin, moi, en tout cas, je le sais. Oui, toi, on peut être fiche S parce qu'on est extrémiste, on est zadiste. Les zadistes ont été fichés S. Bon, mais on parle de fichier S
terroriste proche de l'islamisme radical. Alors on dit, oui, bon, enfin bon, il s'est rapproché des radicaux, mais il n'était pas vraiment radicalisé. Alors c'est quoi pas vraiment radicalisé? Bon, le mec, il a une fiche US, et c'est un danger. Ils nous combattent, c'est une guerre. Je le vois mouillir. Non, mais c'est une guerre. Moi aussi, je Allez, alors Pierre et Béatrice. Pierre et Béatrice, non, parce que. Je vais laisser la parole. Alors, Galant, juste je vais un truc faire- pour dire qu'il existe des députés pour faire les lois. Bon, je sais pas, si on doit changer la loi, changeons la loi. Pour Ça ne se fait pas du jour au lendemain, changer une loi. oui, mais alors, ça c'est pas du jour au lendemain, mais il faut bien qu'il y ait un début. Et pour l'instant, je ne vois rien arriver. Ni début, ni fin, ni. Bon, je le ni soulignais, étude, quelque si part, ce n'est que des. Ah oui, mais alors, on va étudier la personnalité de celui qui a commis l'attentat. Pourquoi a-t-il commis l'attentat? Ah oui, on va réfléchir des heures là-dessus. On s'en fout. Tu es en colère et tu as bien raison. Non, on s'en fout de ça. Béa. Alors, André, je partage ta même stupeur, etc. Là-dessus, on est complètement d'accord, mais je ne comprends pas pourquoi au début de ton propos, tu dis il a su mettre la police de proximité, comme si mettre une police de proximité, ça empêchait de travailler davantage sur les fichiers S. Au contraire, moi je pense que la prévention, c'est deux choses qui vont complètement ensemble. Le renseignement, les services sociaux dans les quartiers, etc. Et justement, comprendre pourquoi quelqu'un s'est radicalisé, c'est le cœur du problème. Après, quand ça arrive, de toute façon, on ne va pas mettre des gardiens, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on ne va pas mettre des gardiens, je vais jusqu'au bout, on ne va pas mettre des gardiens dans toutes les supérettes de France. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que des attentats comme le Bataclan, il n'y en aura plus, à la fois heureusement, parce que il y a trop de surveillance aujourd'hui pour que ça se passe. Donc on sait très bien que ce qui risque d'arriver, c'est des attentats dans des petites structures, dans des petites communes aujourd'hui. Mais il ne faut pas opposer d'un côté la police de proximité, etc. Et ensuite les fichiers S, tu dis, t'as pas dit qu'il faut les renvoyer, mais je ne comprends pas quelle solution trouver, parce que d'abord, il faut vraiment dire oui, effectivement, cet attentat c'est terrible. En même temps, il ne faut pas se contenter de dire ça, il faut dire aussi qu'il y en a énormément qui sont déjoués. Il ne faut pas voir que non plus ce qui ne va pas depuis quand même. Non, depuis le début de l'année, je ne sais pas, mais je veux dire, depuis le Bataclan, on sait quand même qu'il y a une surveillance qui s'est accrue. Il faut aussi reconnaître ce qui se fait. On ne peut pas dire que rien ne s'est fait. On va laisser la parole à Pierre. Moi, je voudrais rajouter d'abord des lois. Il y en a déjà. Il y a des lois qui existent. Il faut les mettre en application, premièrement. C'est le gros problème de la France. Voilà, c'est ça. Il y a des lois qui ne sont pas appliquées. Ouais, tout à fait. Donc, c'est pas la peine d'en faire d'autres. Il y en a déjà. Le deuxième point, c'est par rapport aux fichiers S. Moi, ces fichiers S, c'est bien qu'ils y soient, mais à quoi ils servent? Ils servent dans des espèces de petits réseaux comme ça, personne n'est au courant qui est où. Dans les communes, par exemple, en l'occurrence, il serait bien, puisque Béatrice parlait de proximité, que au moins les maires, dans les communes, soient au courant. Un maire était officier de police OPJ. Donc, voilà, il a la possibilité, moi je pense qu'alors qu'aujourd'hui, c'est secret défense, on ne leur donne pas, on ne sait pas qui est fiché S dans une commune. Ce n'est pas secret défense, c'est que ce n'est pas prévu dans le code pénal. Voilà, c'est ça. Mais enfin bon, ça veut dire que... N'oublions pas que le thème de l'émission, ce n'est pas celle-ci, malheureusement. Ouais, mais c'était bien de le préciser. Moi, je pense, pour finir, simplement que la proximité ferait que si un maire était au courant de pouvoir identifier, alors avec le respect du secret, d'une certaine manière, la discrétion, mais un maire est obligé, elle existe déjà, je pense que ça permettrait de mieux connaître les choses, de mieux suivre et d'être beaucoup plus dans un suivi de proximité. Philippe. Non, moi je n'ai pas un avis, je ne suis pas d'accord avec toi, André, sur le problème du ministre de l'Intérieur, je veux dire. Ou alors c'est épouser ce que demande Marine Le Pen. Ça n'a rien à voir, mais ça n'a rien à voir. Non mais moi, le ministre de l'Intérieur, il fait son job. Il n'y a pas eu d'attentat depuis 4 ans. On est à l'abri de quoi? De 3 ans. On n'est pas à l'abri d'un fêlé qui travaille et puis qui décide de tout faire sauter. Mais moi, on peut faire tout ce qu'on veut. On demande le retour de l'état d'urgence. Mais à quoi ça servirait l'état d'urgence? On les enferme. Eh ben on les enferme. Mais Les fêlés, on les enferme, on laisse pas dans la nature. il y a 3 fonctionnaires. Dans le périmètre, la Narbonne, Perpignan, c'est-à-dire ce grand périmètre, il y a 3 fonctionnaires de police affectés à la surveillance des fichiers S. Il en faudrait 100 fois plus. Il faudrait 200 000. Il faudrait 200 000 fonctionnaires en plus. 12 000 fichiers S radicalisés sur 20 000 fichiers S. Il faut savoir... 12 000 radicalisés sans surveiller. Pierre-Marie Chaz.
Ouais, c'est toujours difficile de s'exprimer sur ces situations, surtout à chaud. Je crois que ce qui est important, c'est de manifester la solidarité nationale derrière ce genre d'incident. Oui, mais c'est bien de le dire parce que c'est pas si facile que ça, des fois, hein, de se solidariser. Après, il y a un vrai travail législatif à faire que je crois plus compliqué que ce que tu disais. Je dis comme ça, vite parce fait, on n'a pas le temps. il faut absolument penser les choses autrement que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Très bien, nous allons encore, s'il vous plaît. Deux petites choses. Vite. Deux trucs au niveau de la religion, parce qu'on parle de religion, je tiens à dire à ces gens-là qu'ils se méprennent sur certains propos. Un mécréant, par exemple, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, et ce n'est pas un non-musulman. Parce que quand on dit Allah Akbar, ça veut dire Dieu est grand et puissant. On le dit chez les catholiques, on le dit chez les protestants, on le dit chez les juifs. Donc, on le dit dans une autre langue, mais un mécréant, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, donc c'est une erreur qu'ils font largement. C'est des gens Nous allons conclure. ignorants. Béatrice Litcha. Dis donc, cela ne te rappelle-t-il pas mai 68? C'est vrai que tu n'étais pas né en 68, je pense pas, si? Ah non. Bon, les étudiants de la faculté de droit de Montpellier ont été violemment expulsés de l'établissement dans la nuit de jeudi à vendredi dernier par des hommes cagoulés. Ils occupaient les lieux en signe de protestation contre la sélection universitaire et la réforme du bac. Une enquête a été ouverte par le parquet. Philippe Pétel était au cœur d'une polémique et depuis jeudi dernier, il n'est plus le responsable de cette faculté. Peux-tu nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Oui, alors Philippe, ça ne me rappelle pas mai 68, j'étais pas née, mais ça me rappelle, ça fait vieux aussi, 86, la réforme contre Devaquet, puisque moi ça a été ma première manifestation politique où on manifestait contre la sélection à l'université. Ça me rappelle quand même des souvenirs. Un peu nostalgique? Non, pas nostalgique, faut avancer, mais j'aimais bien cette époque. Ouais. Tu avais quel âge? Oh non. Tu avais 18 ans, même pas? J'avais 16 ans. 16 ans. Vous n'étiez pas lâché en lit comme. C'était pas lâché en lit. Voilà, non, c'était effectivement. Alors, toute actualité après les attentats font un peu. C'est moins grave évidemment, mais c'est vrai que c'était un coup de gueule parce que de voir des étudiants comme ça expulsés de salles d'université avec des hommes cagoulés, il y a plein de films qui ont circulé. Alors, heureusement qu'il y a eu, qu'il y a Internet. Voilà, en mai 68, ça n'avait pas été filmé comme ça par des téléphones portables. Et ce qui a été très choquant aussi, c'est que, bon, d'abord, c'était pas à l'issue d'une longue période de grève, ils étaient juste arrivés le matin, ils voulaient faire une assemblée générale le lendemain, c'est pour ça qu'ils avaient décidé d'occuper les locaux la nuit. Donc c'était pas non plus des semaines de grève qui empêchaient les étudiants de travailler. C'est normal d'occuper un amphithéâtre la nuit quand même aussi. Ça ne me choque pas d'occuper une nuit. Non, mais moi je le défends. Ça n'empêche pas. Ils avaient l'autorisation. Non, pas vraiment. On peut pas dire. Mais qui est-ce qui a ouvert les portes pour faire entrer? Voilà, alors ce qui s'est passé donc, c'est que du coup ils occupaient les locaux la nuit pour être sûrs d'avoir la salle le lendemain pour leur assemblée générale et pour poursuivre leur mouvement contre la réforme des universités et puis la nouvelle sélection entre le bac et l'université. Et dans la nuit, dans la soirée, alors qu'ils étaient tranquillement en train de dîner, des hommes cagoulés sont arrivés et la polémique a commencé parce que les étudiants ont dit on a l'impression que, donc l'enquête, il y a une enquête qui va être diligentée, on a l'impression qu'ils sont rentrés très facilement, donc on se demande si le personnel de l'université ou et le doyen de l'université, Philippe Pétel, leur pas facilité cette entrée, puisque de toute façon le doyen de l'université avait demandé à ce que les locaux soient évacués. Allez, ne leur ont pas ouvert les portes, parce qu'il a fallu quand même les ouvrir. Il a fallu que quelqu'un les ouvre, donc lui, non seulement donc on se demande s'il n'a pas ouvert les portes, et en plus, dès le lendemain, il a dit, moi je ne condamne pas. Et même il était fier des étudiants qui avaient expulsé, et il dit même, il se pourrait que parmi les hommes cagoulés qui ont expulsé les étudiants, il se pourrait même qu'il y ait eu un prof de droit. Alors, donc je crois que c'était la fac de droit. Hein. Oui. Et les étudiants qui ont été expulsés, c'est des gens de la fac de lettres. Paul Valéry. D'accord. Parce que, d'après mes informations, en droit, ils ne voulaient pas faire grève. Et la fac de lettres, les étudiants de la fac de lettres sont venus à la fac de droit pour bloquer la fac de droit. Il y a eu un vote. Des étudiants de droite qui ont refusé de faire grève. Ils n'ont pas accepté ce vote. Ils ont refait un vote et ça n'a pas accepté, la grève n'a pas été acceptée. Donc ils sont restés envahir une fac où ils ne sont pas.
Ils ne sont pas étudiants dans cette fac. Dans cette fac, la majorité ne veut pas faire grève, et ils viennent obligés à faire un blocus dans une fac où ils ne sont pas. Alors voilà, il faut venir un peu en amont. Il y a deux choses, André. Ça Alors, il y a le fond, ça n'explique pas la violence, il y a le fond. Mais je veux dire qu'on ne peut pas obliger des gens de faire grève parce qu'ils n'ont pas envie de faire grève. Il y a le fond et la forme. Sur le fond, moi je fais partie de ceux qui défendent cette grève, mais tu as tout à fait raison, tous les étudiants de droit n'étaient pas favorables, et même la majorité des étudiants de droit n'étaient pas favorables. Après, rien ne justifie cette violence, surtout si elle est organisée par le doyen de l'université. Alors, ma colère est un peu apaisée depuis, puisque je vois que d'abord il a démissionné, et unanimement, j'entendais encore Christophe Castaner ce matin s'exprimer là-dessus, jusqu'au sommet de l'État, tout le monde a condamné cette manifestation de violence, et le doyen, il y a une enquête qui va être... l'université est toujours fermée, même aujourd'hui. Hein. Donc, voilà. Après, moi je trouve un peu dommage qu'on force les gens à faire grève pour tu sais, quand il y a une grève nationale, les gens sont bien obligés de faire grève. Oui, mais je veux dire que là, si la CGT bloque donc là, il y a des étudiants qui veulent travailler, on les empêche de juste un mot, vas-y. juste un mot, puisque tu me demandais si ça rappelait pas mai 68, parce que même si je n'ai pas vécu, je peux parler de Jeanne d'Arc aussi, je n'ai pas vécu non plus. Il ne faut pas oublier quand même que mai 68, puisqu'aujourd'hui on fête les anniversaires, ça a commencé d'abord à Nanterre, donc c'était pas non plus les étudiants de Nanterre, peu de Nanterre qui ont été à Nanterre. Et d'autres choses, n'oublions pas que mai 68, c'est à la fois des étudiants, à la fois des ouvriers. On a trop tendance dans cet anniversaire à ne parler que des étudiants. C'est surtout les ouvriers. Très bien, je pense. Alors, l'étincelle est partie des étudiants. Des étudiants. Pierre Maréchal, nous avons traité la semaine dernière de la SOR. Alors, peux-tu nous donner quelques explications sur ton rôle dans cette association de consommateurs Au Secours 30? Toi qui as un dossier sérieux, et je n'en doute pas un seul instant, alors moi je voulais te poser la question. Tu as rencontré des personnes à Nîmes Métropole. Est-ce que tu penses que ces personnes-là, sont compétentes pour régler des problèmes d'eau, justement? Nous voulons avoir ton avis, s'il te plaît. Alors, je ne vais pas faire une réponse toute simple. Quand nous avons commencé avec l'association Au Secours, en 2014, à nous intéresser aux problèmes de l'eau, nous avons posé des questions à Nîmes Métropole. Et à cette époque-là, on a eu le sentiment que, effectivement, personne ne contrôlait réellement ce qui se passait. Dès 2014, l'association Au Secours a dénoncé la réalité des contrats signés avec la SOR, qui était vraiment scandaleux, mais depuis 50 ans quand même. Oui, ça, nous l'avons souligné. Tout le monde le sait, ça. Tout le monde le sait. Est-ce que, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, la position de notre association, depuis le début, c'est de dire, les élus ont à choisir le mode de gestion, régie, délégation de services publics, DSP, ça c'est leur affaire, mais quel que soit le choix que font ou que feront les élus, il y a un élément qui est essentiel, c'est le contrôle. Que ce soit la régie ou que ce soit la délégation de services publics, il faut que les citoyens, aussi, pas seulement les élus, contrôlent ce qui se passe. Alors c'est difficile parce que c'est des dossiers complexes. Et comment fait-on, nous les citoyens, pour pouvoir contrôler? On doit venir adhérer à votre association? Ah ben ça je vous le conseille vivement, mais surtout pour une raison, c'est que notre association, elle a au moins un mérite, c'est qu'elle fait de la pédagogie, c'est-à-dire elle explique. C'est un peu le reproche que, en tant que président d'Au Secours, j'ai fait au président de Nîmes Métropole, en lui disant, il y a déjà 3 ans, vous n'expliquez rien aux citoyens, vous allez dans le mur comme ça. Il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer. Et est-ce que depuis il y a eu un changement? Il y a eu du changement, voilà. C'est pour ça que moi j'aurais eu une position nuancée. La plupart des élus que j'ai rencontrés ont une très mauvaise connaissance de ce dossier. Ah, c'est ce que je ça, c'est une réalité. Mais il y a des efforts qui ont été faits dans la dernière période. Et parmi ces efforts, il y a cette fameuse commission dont on parle, dont on a beaucoup parlé le jour de l'émission de Madame Lucet. Mais ça, c'est une coïncidence. Elle existait avant. Ouais. Elle existait depuis déjà plusieurs mois. C'est pas ce qu'il disait à la télé. Et oui, mais bon, le moment où ils ont enregistré l'émission pour la télé,
elle n'existait pas, mais c'était déjà 3 mois. Ça a précipité quand même Voilà. un petit peu peut-être. Non, je ne crois pas. Ce qui a précipité, c'est la réunion de la commission de portage. Donc elle a eu lieu le matin. D'accord. Le matin même. Mais cette commission travaillait depuis des mois. Je vous explique comment ça s'est passé. La ville à qui nous avions aussi dit qu'ils n'étaient pas suffisamment attentifs et compétents, ils ont décidé de recruter un ingénieur spécialisé dans les problèmes financiers et de lui confier, pas lui tout seul, mais une mission de contrôle des différentes délégations de services publics, puisque vous en avez parlé, je crois aussi. On a fait la même chose sur les transports, à un moment donné. Bon, sur l'eau, le dossier était à la fois plus simple et plus complexe, et donc ils ont fait travailler pendant plusieurs mois la direction, les fonctionnaires de Nîmes Métropole, qui sont des gens dont il faut reconnaître qu'ils ont des compétences, c'est pas des abrutis. On le souhaite. Et donc ils ont fait travailler la direction de l'eau et la direction financière, sous l'autorité de cet ingénieur. Et il y a une étude extrêmement détaillée qui a été faite, qui nous a été remise le mardi 13 mars à 9h du matin. Non, on l'a eu 48 heures avant pour étudier, mais officiellement à la première réunion de la commission. Donc le 13 mars, c'est le jour de l'émission d'Élise Lucet. Mais c'est un travail qui a été fait en amont. Alors, je l'ai ce document, là, vous voyez, je l'ai. C'est pas 3 pages, c'est un document remarquablement bien fait. Il ne résout pas tous les problèmes, mais il pose toutes les questions, ce qui est déjà très important. Est-ce que Nîmes Métropole écoute ton association? Alors, je crois que oui, puisque quand ils ont créé la commission, ils ont pris la décision de nous attribuer un siège permanent dans la commission en tant que représentant des usagers. Pour l'instant, c'est moi qui ai occupé ce siège en tant que président de l'association. Il n'est pas exclu que d'autres membres de l'association y participent, puisque nous, dans notre association, nous avons la chance d'avoir un certain nombre de personnalités qui ont des compétences particulières dans ce domaine. Il y a qui dans cette commission? Alors, dans cette commission, il y a, si j'ai bonne mémoire, 12 élus de Nîmes Métropole, de tous les groupes. Donc, quand j'ai assisté à la réunion, il y avait des élus du Front National, des élus de gauche et des élus... Donc, ils sont une douzaine. Honnêtement, je les ai trouvés un peu légers au moment de la commission, c'est-à-dire qu'un dossier technique de la qualité de celui qu'on a eu, c'est un peu difficile pour eux. Donc il va falloir qu'ils travaillent. On a bon espoir quand même. Ben, moi, je suis optimiste par nature, donc j'espère que les élus seront bons. Alors comment fait-on pour contacter ton association Au Secours 30? Comment fait-on? Ben, simplement, on s'adresse à Au Secours 30. Le siège social, c'est la maison de quartier de Russan, 1311 chemin de Russan, 30 000 Nîmes. J'ai une petite question sur l'émission de télé d'Élise Lucet. On la voit sortir un papier de la SOR, qu'ils ont obtenu à la SOR, où sur une seule feuille, il est bien détaillé, les bénéfices, les trucs. Alors ce papier-là, on pouvait l'avoir, tout le monde pouvait l'avoir, ce papier. Oui, et les élus l'ont. Ils ont rien remarqué. Puisque nous, on est intervenus, si, ils ont remarqué, mais j'y reviens. Nous, on a eu ce document en 2014. Hein, c'est le début de notre association, on s'est intéressé, on l'a demandé, on l'a eu, et on a étudié cette page, qui est une page, c'est la seule page intéressante du rapport de la qu'ils doivent obligatoirement donner à tous les élus chaque année, et qui le votent. Et là-dedans, effectivement, si on travaille un petit peu, on voit beaucoup de choses. Nous, dans le premier document de 2014, on a vu qu'il y avait une perte importante sur Vous l'aviez signalé, oui. ça. Alors, non seulement signalé, mais on a posé des questions à l'époque au président de Nîmes Métropole. On lui a dit pourquoi il y a autant de... Et alors, quelle avait été sa réponse? Alors, qu'ils étaient en train d'y travailler, ce qui est vrai, puisqu'on est passé de 60% de rendement à 72, puis il est prévu de passer à 76. Et ça, c'est la réalité, c'est vrai. Mais
Bon, il était temps de se réveiller quand même, parce que ça fait 50 ans que ça dure. Il y a des fonctionnaires compétents, des techniciens de l'eau et tout ça. Moi, je suis élu, je ne sais pas, si j'y comprends rien, je le passe à celui qui est compétent, je lui dis, ben, analyse-moi ça et fais-moi une information sur ce que tu vas découvrir. Oui, alors, moi, je crois que ça a un peu fonctionné à l'envers. Je crois, parce que j'y étais pas, mais dans le conseil lui-même. Mais c'était plutôt les politiques qui disaient, bon, écoute, la source, il n'y a pas de souci, vous regardez un peu s'il n'y a pas trop de trucs, et puis après, on passe. Moi, oui, vas-y, Béat. Moi aussi. Vas-y, alors, t'as pas beaucoup parlé. Il va parler après, Oh non, mais s'il n'y a pas de temps, je ne parlerai pas, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en entendant Pierre-Marie Chaz, on a quand même le sentiment que cette émission, elle a quand même fait bouger les lignes, et que cette commission se réunit de manière pluraliste, ce qu'il faut souligner, parce que d'habitude, dans les commissions de la ville et de l'aglo, la gauche est exclue, et souvent c'est d'ailleurs l'UDI qui est exclue aussi, s'agissant du budget de la Romanité et de la SPL. Je pense que ça va dans le bon sens. Après, il y a une initiative qu'ont pris des amis à moi cette semaine, Catherine Barnier-Boissard et Alain Fabre-Pujol, qui demandent un référendum d'initiative populaire à la chaux. Alors, moi, je ne sais pas ce qu'ils ont derrière la tête. Je ne suis pas forcément pour, moi, parce que si la question qui est posée, c'est est-ce que vous êtes pour la gestion de l'eau, pour une DSP ou pour une régie? Mais il faudrait bien expliquer ce qu'est une DSP et une régie. Ben, la DSP, on confie à une entreprise privée de gérer pour le compte de la collectivité publique, et la régie, c'est réglé au sein des services de l'administration, c'est eux qui gèrent du robinet à la facturation. Poser une question comme ça, ce serait à mon avis complètement... on n'a pas les billes, quoi. On ne peut pas répondre à une question comme ça. Et puis ils se poseront la question, ou ils le proposeront quand ils se présenteront aux prochaines élections municipales, parce que là les gens sont élus pour appliquer leur programme. Le contrat, il aurait déjà été signé, à mon avis. Oui, mais en l'occurrence, ils ne sont pas élus. Non, par contre, ce qu'on peut juste dire, alors, ma question c'était de savoir, vous, quelle était votre position par rapport à la régie, et juste dire que pendant longtemps, on nous a dit une régie à l'échelle d'une agglo, c'est trop compliqué, etc. On a l'exemple de Montpellier, qui, a priori, donc est en régie depuis depuis un an, depuis un an, a priori avec des résultats plutôt favorables. Donc, je veux savoir quel était votre point de vue. La position d'Eau Secours, sur le fond, elle est très claire depuis le début. Il y a au sein de l'association des partisans des deux réponses. Et nous n'avons pas choisi volontairement, parce qu'il nous semble que quel que soit le choix que l'on fait, régie, les mains dans le cambouis, ou DSP, les mains dans le contrôle, ce qui est important, c'est le contrôle. Parce que le reste, c'est des contrats. C'est des contrats. Donc, aujourd'hui, il y a deux enjeux. Il faut un débat. Alors, est-ce que le référendum est la meilleure chose? Je ne crois pas non plus, mais ça fait avancer. Ça fait avancer de poser la question. Il faut qu'il y ait un débat pour que les citoyens se saisissent de ce sujet, mais qu'ils comprennent de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est l'enjeu des frais généraux, par exemple, pour la SOR? À quoi ça sert? Est-ce que c'est uniquement de l'argent qui part dans la poche des actionnaires ou pas? Bon, est-ce que dans la régie, on n'a que des avantages? C'est pas si sûr quand on regarde de près. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'exemple de Grenoble. Quand on voit le travail qui a été fait par Marvilliers à Grenoble avant d'aboutir aux résultats auxquels ils sont arrivés, c'est phénoménal. C'est un boulot de fou. Montpellier, on dit ils sont dans la régie. Oui, mais Montpellier, ils ont travaillé près de 15 ans sur ce dossier avant d'arriver. Nous, on n'a rien fait jusqu'à maintenant. Moi, je pense qu'on n'est pas, malheureusement, c'est un avis personnel, ça, on n'est pas en état de... Et c'est pas un référendum qui changera les choses. Nous aurons l'occasion d'en reparler et nous te réinviterons avec plaisir, Pierre-Marie Chaz. Avec plaisir. Bon, Philippe, tu voulais nous parler de l'expédition. Oui, mais très brièvement. Très brièvement. Ça fait partie des choses qui me touchent, parce que moi j'ai été président d'une association d'insertion à Nîmes qui s'appelait l'ALI, qui était la plus ancienne association d'insertion de Nîmes depuis 30 ans. On avait 12 salariés, c'était 12 CDI, 12 femmes remarquables, qui étaient très professionnelles. On était logés dans les bâtiments du CCAS, le CCAS s'en va, il nous dit, bah, vous vous barrez, il n'y a pas de place pour vous.
Et l'association a été dissoute voilà. Aucune aide, aucun soutien, aucune mesure, aucune réponse au courrier. Qu'est-ce qui se passe avec les Spélido? C'est presque, parce que nous, on s'est débrouillé, moi j'étais président, j'ai fait caser à peu près tous les salariés dans des associations, en allant, en négociant, en y passant beaucoup de temps. Bon. Là, la ville expulse les Spélido de ses locaux. Les Spélido, c'est une association qui fonctionnait à Nîmes depuis 40 ans. Elles étaient installées rue Gréty, il y avait 30 lits et ils pouvaient récupérer tous les soirs, bon, je passe sur les détails, 30 lits, les gens dormaient, se lavaient, avaient un petit déjeuner, ça coûtait presque rien. Donc là, il y a 8, donc ils étaient logés gratuitement par la ville rue Gréty, ça je ne le nie pas. Bon, ils ont rencontré la ville le 30 janvier, on leur dit le 15 juin, il faut que vous partiez. Donc ils ont rencontré la ville le 30 janvier, qui n'a pas donné grand-chose, et depuis, ils cherchent à... aucun contact avec la ville. Marie-Chantal Barbus a réagi ce matin. Non, oui, elle a réagi ce matin, mais d'accord, elle a réagi ce matin dans Midi Libre. Hein. Bah oui, elle n'a pas réagi face à l'association, elle a réagi face à Midi Libre. L'association donne des solutions. Elle donne des solutions, elle dit il faudrait qu'ils nous présentent leur budget parce qu'ils ont trouvé des locaux en bas de l'avenue Jean Jaurès. Exact. Mais c'est pas dans des associations citoyennes où le président est citoyen, ils n'ont pas forcément toutes les qualités pour pouvoir négocier des contrats, des machins, des bidules. Le problème de fond, c'est toujours le même avec cette mairie de Nîmes. On n'est pas capable de mettre autour de la table les gens, de les recevoir, de les mettre autour de la table, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois s'il le faut, avec le conseil général, si le conseil général est partie prenante. Bon, on n'est pas capable de le faire, ça. On laisse les gens tout seuls. Une association qui offre 30 lits et des places en plus, il y a des places dans un certain nombre de logements au cœur de ville. C'est pas rien quand même dans ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pas rien. On s'en fout. Voilà, on s'en fout. D'accord, tu as ton coup de gueule. Nous allons conclure avec toi, Pierre. Un coup de gueule. Tu es en colère contre les grèves, contre la SNCF. Je ne suis pas en colère contre les grèves, je ne suis pas forcément contre les revendications que notamment la SNCF utilise. Là où je suis en colère, c'est par rapport à la méthode, par rapport à la façon de faire, la façon de s'exprimer, qui est une façon de prendre en otage les gens, de prendre les chefs d'entreprise, les familles avec ces systèmes de grève tournante. Moi, je trouve que voilà, c'est toujours les mêmes qui sont pris en otage dans ce fonctionnement-là. Moi, je pense que les grévistes ou les cheminots devraient trouver un petit peu plus de créativité dans leur mouvement, d'aller revendiquer un certain nombre de choses sur lesquelles ils sont contre, par rapport notamment à Bercy, qu'ils aillent se mettre devant Bercy, qu'ils aillent bloquer un petit peu les personnes qui prennent ces décisions, les mauvaises décisions. Pourquoi pas ouvrir aussi le train sans billet. Je pense que la SNCF, ça pourrait aussi peut-être... Il y a peut-être des histoires d'assurance, mais ouvrez, faire open, on dirait open bar, mais là on ferait open train, et ben ça coûterait quand même pas mal d'argent au niveau de la SNCF, ça les ferait peut-être plus facilement se mettre autour de la table pour ces moyens-là, et c'est vraiment les vraies personnes qu'il faut atteindre dans ces revendications-là. C'est pas nous, les familles, les chefs d'entreprise. Il y a énormément de personnes qui prennent le TGV le matin pour rentrer le soir, pour faire du business, pour développer leur société, et ils sont tous pénalisés, pris en otage, et ça met un peu en porte-à-faux toute l'économie. Très bien, nous allons être obligés de conclure cette émission. Merci Pierre-Marie Chaz, à toi aussi Philippe. Merci à vous. Merci Béatrice, toi aussi André. On a essayé d'aborder tout ce qu'on voulait. Oui. Merci à toi aussi Pierre. Merci à vous, merci également merci Patrick. Et à Benjamin Baron, qui est un bon jeune, comme on l'a dit. Baron, merci en tout cas. Et aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. J'attendais. Et tu as bien raison. Et merci à toutes et merci à tous. Et puis restez fidèles à notre page. Bye bye. Au revoir.